Si vous fréquentiez certains milieux de gauche américains avant Thanksgiving, vous avez sans doute perçu colère et désespoir. Le 10 novembre, de nombreux démocrates du Sénat ont voté avec les républicains pour mettre fin à la plus longue fermeture de l'histoire de Washington. Bien que quelques commentateurs aient timidement défendu les dissidents, l'opinion générale restait simple. Après une bataille importante, les démocrates avaient cédé. Après des semaines de discours musclés, le parti s'est effondré sans rien obtenir. Comme l'a déclaré notre président Mike Johnson, les démocrates sont éveillés, faibles les fins et le savent. À ce stade, vous êtes peut-être un peu confus. Je veux dire, vous venez de cliquer sur une vidéo censée parler de l'Europe. Ai-je téléchargé la mauvaise vidéo ? Non. Cette introduction à froid a été choisie pour une raison. En novembre, devant la lâcheté et la faiblesse de leurs dirigeants, les électeurs démocrates ont tiré une leçon précieuse. Pendant un instant, ils ont compris ce que ça fait d'être un Européen en 2025. C'est parce que 2025 a été, disons-le gentiment, une année humiliante pour le continent. Une année où une des régions les plus riches et éduquées du monde a agi. Non comme acteur géopolitique, mais comme un vieil homme impuissant en marge des affaires mondiales. À peine conscient que tous le regardent sur le terrain avec pitié ou mépris. Maintenant, peut-être que ces mots semblent un peu durs, un peu trop émotionnels, après tout. Sur cette chaîne, nous abordons souvent des sujets complexes avec sang-froid, mais parfois un sujet émerge. Nous pensons que ce sujet ne mérite pas seulement, mais qu'il exige une approche un peu plus émotionnelle. Le génocide au Soudan et les difficultés du haut commandement ukrainien freinent l'effort de guerre. Et surtout, les sujets qui affectent l'avenir de l'Europe, de ce continent que nous sommes fiers d'appeler notre foyer. Alors pardonnez-nous si cette vidéo est un peu moins équilibrée que d'habitude, mais c'est parce que 2025 a jusqu'à présent été une année très déséquilibrée en ce qui concerne l'avenir de l'Europe. Maintenant, pour comprendre ce que nous voulons dire, il suffit de repenser à la façon dont les grands acteurs mondiaux ont traité le continent depuis janvier. Par continent, nous entendons les 27 pays de l'Union européenne, les alliés de l'OTAN hors Union européenne comme la Grande-Bretagne, la Norvège et les États neutres comme la Suisse. Pour ces pays, l'année écoulée fut une leçon rapide sur le mépris de l'administration américaine actuelle. Au printemps dernier, la Maison-Blanche de Donald Trump a menacé d'annexer le Groenland, territoire autonome du Danemark. Des rapports indiquent même que les États-Unis ont commencé à y mener secrètement des opérations d'influence. Puis il y a eu le discours tristement célèbre de James David Vance à la conférence de Munich sur la sécurité, où le vice-président a affirmé que la censure menaçait plus l'Europe que la Russie ou la Chine. Mais peut-être qu'aucune de ces attaques publiques très directes de Washington ne pourrait se comparer à ce qui s'est passé cet été-là. Après des mois à affirmer qu'ils étaient prêts à mener une guerre tarifaire contre l'Amérique, les dirigeants européens non seulement se sont effondrés face à la menace, mais se sont littéralement prosternés. Ils ont accepté des droits de douane de 15% sur leurs produits et réduit presque à zéro les contre-mesures contre les sanctions contre les États-Unis. C'est tout ce que nous voulions exprimer en comparant le désespoir d'être européen en 2025 à celui d'être démocrate. Tout comme lors d'un bras de fer sur la fermeture du gouvernement, les dirigeants européens ont bien parlé de tenir tête au 47e président, et tout comme pour la fermeture. Ils ont ensuite été contraints à une reculade humiliante lorsqu'il est devenu évident qu'ils étaient beaucoup moins unis et bien plus faibles que ce que tout le monde avait imaginé. Si vous soutenez fermement Trump, vous pensez sans doute, oui, bien sûr que les Européens allaient céder. Ce n'est pas comme si des bons à rien mangeurs de croissants pouvaient rivaliser avec la puissance de l'Amérique. Voulez-vous qu'ils prennent chaque repas en douceur et mangent tant des croissants ? En réalité, tout indique que l'Europe aurait pu s'opposer à la Maison-Blanche sur ce point. En mars dernier, Fareed Zakaria a souligné dans l'émission d'Ezra Klein que, lorsqu'il s'agit de commerce, nous vivons dans un monde tripolaire. Un monde où l'Europe, du fait d'être le plus grand bloc commercial de la planète, a le poids nécessaire pour se tenir aux côtés des États-Unis et de la Chine. Alors que Pékin a résisté à Trump et obtenu des concessions, Bruxelles a vite cédé, ce qui en fut le résultat. C'est une humiliation géopolitique et un accord qui appauvrira les Européens, sans bénéfice pour un Européen comme moi. Toute cette pantomime était assez bizarre à observer. C'était comme regarder deux boxeurs monter sur le ring pour qu'un d'eux panique soudainement. Que gagner pourrait nécessiter, vous savez, d'encaisser quelques coups, mais qu'il préfère jeter l'éponge et laisser la victoire à son adversaire avant même que le combat ne commence. Mais regardez, Warfront ne le met pas en colère, donc ce sont juste des fronts de négociation commerciale. On ne va pas s'attarder là-dessus. Sauf pour noter que ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de l'Europe qui ne défend pas ses propres intérêts.
C'est quelque chose qui s'applique aussi à la plus grande menace sécuritaire à laquelle le continent a été confronté depuis la chute du mur de Berlin, la Russie. En ce moment, Moscou n'est pas seulement responsable de la plus grande et la plus sanglante guerre que l'Europe ait connue depuis 1945. Elle dirige aussi une campagne croissante de sabotage. Bombardement de voies ferrées en Pologne, incendie de dépôts de bus en République tchèque et d'entrepôts en Grande-Bretagne. Parallèlement, des drones russes ont souvent violé l'espace aérien européen, tandis que de plus petits drones ont survolé. Moscou a brouillé des bases militaires et les systèmes de positionnement global de vol de dirigeants régionaux. L'Europe n'a répondu que par une série de mesures insignifiantes. Des déclarations fermes des dirigeants nationaux, mais peu d'actions et l'usage d'articles obscurs de l'OTAN. Ce qui au final ne mène à rien d'autre qu'à encore plus de discussions. Maintenant, cela ne signifie pas que chaque provocation russe dans la zone grise doive entraîner des frappes aériennes sur Moscou. Personne ne croit sérieusement que déclencher une guerre ouverte à cause de ces incidents soit la solution. Mais vous savez ce qui serait bien ? Faire quelque chose qui montrerait à la Russie que face aux géants bien plus riches à l'ouest, cela entraîne, vous savez, des conséquences ou quelque chose comme ça. Charlie Edwards de l'Institut international d'études stratégiques l'a récemment dit au New York Times, nous le citons. Chaque fois que l'OTAN et l'Union européenne ne font rien, la crédibilité de l'alliance est remise en question. Désormais, ce doute semble se manifester non seulement à Moscou, mais aussi à Washington. Et c'est ici que nous arrivons à ce qui est probablement la plus grande humiliation que l'Europe ait connue depuis la seconde investiture de Trump. Les multiples tentatives de la Maison-Blanche de négocier directement un accord de paix pour l'Ukraine avec le Kremlin en ignorant les dirigeants européens. Si vous aviez besoin d'un signe que la pertinence du continent ne fait pas que s'estomper, mais a complètement disparu, il n'y en aurait pas de plus clair que celui-là. Et pourtant, l'Ukraine partage des frontières avec plusieurs membres de l'Union européenne et l'Europe affirme que la survie de l'Ukraine est une question existentielle pour le continent. Quand le moment est venu pour les discussions, il n'y avait pas un seul Européen dans la pièce. Écoutez, cela est en partie dû à l'administration Trump. Comme l'ont montré des reportages récents dans le Wall Street Journal, l'envoyé spécial Steve Witkoff semble moins intéressé par la recherche de la paix que par la conclusion de contrats commerciaux lucratifs avec la Russie, des contrats qui semblent souvent favoriser Moscou, comme l'a montré le soi-disant plan de paix présenté en novembre. Ce plan prévoyait des partenariats d'investissement américano-russes dans des domaines comme l'intelligence artificielle, où les États-Unis sont si avancés que cela équivaudrait presque à un transfert de technologie. Mais alors que l'administration actuelle semble beaucoup trop désireuse de plaire à Vladimir Poutine, ces négociations constituent également une accusation accablante contre l'Europe. Non seulement parce que le continent serait déjà à la table des négociations s'il avait un véritable pouvoir de négociation, mais aussi parce qu'une puissance réellement indépendante pourrait se permettre de rejeter les pourparlers de paix, ce qui ne l'incluait pas comme un simple spectacle secondaire. Et c'est ici que nous arrivons au point clé que nous voulons vraiment souligner dans la vidéo d'aujourd'hui. La terrible année 2025 de l'Europe n'est pas seulement due au fait que le grand méchant homme orange est désormais aux commandes, et qu'il est méchant avec tous ces charmants Européens, je veux dire, nous sommes charmants. C'est parce que le continent est devenu tellement inefficace, tellement impuissant, tellement peu disposé à se défendre, que ses dirigeants sont incapables de faire autre chose que de laisser Trump et Poutine leur marcher dessus. Il est d'autant vraiment difficile d'insister à quel point cela ne devrait pas être le cas. L'économie de l'Europe est 10 fois plus grande que celle de la Russie, et rien que l'Union européenne, sans la Grande-Bretagne, a une économie plus grande que celle de la Chine. Le continent dans son ensemble abrite également plus de 500 millions de personnes, une réserve de main-d'œuvre bien plus importante que celle de la Russie. Et ce qui est étrange dans tout cela, c'est que nous savons déjà que l'Europe est parfois capable d'utiliser ce pouvoir pour poursuivre ses propres intérêts. Je veux dire, il suffit de consulter le suivi du soutien à l'Ukraine de l'Institut de Kiel, qui montre que le continent a envoyé beaucoup plus d'argent pour permettre à Kiev de continuer à se battre que l'Amérique, avec un engagement de 177 milliards d'euros et près de 100 milliards supplémentaires promis mais pas encore alloués, contre un engagement total de 119 milliards d'euros pour l'Amérique. Et il ne s'agit pas seulement d'aide financière et humanitaire ici. L'Europe a également envoyé plus d'aide militaire à l'Ukraine que l'Amérique. Vous savez, des bombes, des chars, etc. Avec des dons combinés, y compris Royaume-Uni hors Union européenne et Norvège, totalisant 82 milliards d'euros, Oncle Sam a offert environ 644 milliards d'euros d'équipements militaires. Si nous en parlons, ce n'est pas pour faire honte à l'Amérique. L'Ukraine est en Europe, il est donc naturel que le vieux continent dépense davantage pour maintenir Kiev à flot. Au contraire, nous voulons simplement démontrer que l'Europe est capable d'agir dans son propre intérêt de temps en temps. 277 milliards d'euros d'aide totale, ce n'est pas une petite somme.
C'est ce qui rend les débats actuels autour de la confiscation des avoirs russes gelés aussi étranges. Dès le début de la guerre, les pays occidentaux ont gelé tous les avoirs de Moscou sur leur sol. Dans le cas de l'Europe, cela comprenait plus de 200 milliards d'euros dans la chambre de compensation belge Euroclear. Initialement, les fonds gelés devaient être gardés jusqu'à la fin de la guerre d'agression de Moscou. Au fur et à mesure que le conflit durait et que le soutien américain était incertain, un nouveau plan a été conçu pour utiliser l'argent confisqué au financement du combat de Kiev. Les dirigeants de l'Union européenne se sont même réunis en octobre dernier lors d'un sommet où il était quasiment garanti que l'Ukraine recevrait le feu vert pour l'argent jusqu'à la dernière minute, sans aucun avertissement. La Belgique a torpillé la décision. Politico détaille les conséquences. Le blocus belge a freiné l'alliance européenne de l'Ukraine à un moment clé. Si les dirigeants avaient accepté rapidement le plan de prêt lors du sommet d'octobre, cela aurait envoyé un message fort à Vladimir Poutine sur la résilience de l'Ukraine et l'engagement de l'Europe à se défendre. Volodymyr Zelensky et l'Europe ont été affaiblis par leur division alors que Trump voulait négocier la paix avec les alliés de Poutine. Fin de citation maintenant. Regardez, d'un côté, les objections belges sont compréhensibles. Selon le Premier ministre Bart de Viva, confisquer l'argent d'Euroclear exposerait la Belgique à des poursuites de la Russie. Sa position était que si le reste de l'Europe veut tellement confisquer cet argent, il devrait donner à la Belgique des garanties en béton que les coups ne retomberont pas sur son pays. Et d'un autre côté, vous plaisantez ou quoi ? Saisir l'argent gelé pourrait être illégal. Ouais, tu veux savoir ce qui est encore plus illégal ? Lancer une putain d'invasion terrestre gigantesque contre un voisin pacifique, raser des villes qui essaient de te résister et bombarder des hôpitaux pour enfants et des jardins d'enfants dans l'espoir de tuer tellement de civils que la vie devienne insupportable pour ceux qui survivent. Comme je l'ai dit, tu es sérieux ? Tu te fous de moi ? Nous avons traité ce sujet dans notre vidéo sur la faible réaction internationale aux crimes de guerre des forces de soutien rapide au Soudan. Pourquoi avons-nous l'impression que nos dirigeants se préoccupent davantage des droits des gens, attaquer des villes et massacrer des civils, plutôt que de se soucier des victimes ? Peut-être que saisir ces avoirs russes est juridiquement discutable, mais cela donnerait à Vladimir Poutine une leçon que sa mère aurait dû lui enseigner jeune. Que si tu joues avec le feu, tu finis par t'y brûler. Au moment où j'écris ces lignes, il n'est pas clair comment la saga des avoirs russes gelés va se terminer. Tviva campe sur ses positions. La Commission européenne cherche des moyens innovants de contourner les problèmes juridiques, et tout reste très incertain. Quand vous lirez ceci, tout sera peut-être déjà réglé, et Kiev pourrait commander sur Temu tous les missiles de l'équipage. Même ainsi, il est impossible d'y échapper. En arriver là est un véritable but contre son camp pour l'Europe, pas juste un but encaissé. C'est plutôt comme regarder un match de football où le gardien marque à plusieurs reprises de la tête contre son propre camp, dans l'espoir pervers qu'en faisant le travail de l'équipe adverse à leur place, ils seront moins méchants avec lui. Voici où commence la tragédie de l'Europe en 2025. Le continent est désormais si faible, si divisé, si pathétique. Et je suis désolé pour tous les gros mots aujourd'hui, mais il ne sait même plus ce qu'il croit, extérieurement. Les dirigeants de l'Europe se tiennent côte à côte pour déclarer que la défaite de l'Ukraine serait un risque existentiel pour eux, que la chute de Kiev serait une catastrophe géopolitique qui plongerait tout le continent dans les ténèbres. En coulisses, cependant, ils se chamaillent d'entendre comme des hommes, sans réfléchir à l'avenir de leur patrie, mais plutôt comme de vieux universitaires. S'énerver pour quelque chose d'aussi insignifiant que cela n'est qu'un débat abstrait, et le pire qui puisse arriver, c'est d'avoir l'air un peu ridicule en cas de défaite. Ce débat reste très important, n'est-ce pas ? Une erreur pourrait provoquer des bombardements sur des villes comme Varsovie par des équipes de drones russes. Ils chassent des civils européens pour le sport, comme à Kherson, et commettent au même des massacres tels que Boutcha dans l'Union européenne. Alors, compte tenu de tout cela, comment expliquez-vous le manque total d'urgence chez les dirigeants européens ? Eh bien, en partie, c'est parce que le risque n'est pas réparti de manière égale. De Viva peut se permettre la surenchère car son pays est très éloigné de Moscou. Il sait qu'en cas de guerre, ce seront les Polonais, Finlandais, Baltes et Roumains qui mourront, pas les Belges ni les Espagnols. Pedro Sanchez peut se moquer de l'idée d'augmenter les dépenses de défense au niveau exigé par l'OTAN parce qu'il sait qu'il est peu probable que les chars russes traversent un jour les Pyrénées. Ce serait acceptable dans un autre système où la Belgique ou l'Espagne seraient hors d'Europe et de l'OTAN, ou dans un monde où un seul membre ne peut bloquer les grandes décisions. Dans ce système où nous, Européens, sommes piégés, on bloque des mesures cruciales pour stopper la menace russe. Vous ne jouez pas seulement pour votre public chez vous,
Vous mettez en danger de mort ceux qui se trouvent sur le flanc et de l'Europe. En fait, vous dites que vous accordez moins de valeur à la vie de ceux qui sont en Pologne ou en Lituanie qu'à celle de ceux en Europe de l'Ouest. Maintenant, laissez-moi vous expliquer, monsieur de Viva. Nous sommes tous européens ou aucun ne l'est. Tel est le but de cette observation. Des politiciens confortablement installés, loin de la Russie, jouent avec le destin de ceux condamnés à vivre sous l'ombre empoisonnée du Kremlin. Ce n'est pas seulement pathétique, c'est écœurant. Charles de Gaulle a demandé à John F. Kennedy s'il échangerait New York contre Paris en cas de guerre avec l'Union soviétique. Eh bien, en ce moment, il semble que de Viva ne soit même pas prêt à échanger un risque financier contre la vie d'innombrables Européens. Le pire, c'est que c'est la conception que Poutine et Trump ont eue de l'Europe pendant tout ce temps. C'est un continent de dilettantisme faible et sans colonne vertébrale, tellement divisé. Il s'effondrera au moindre coup de pression, incapable de se défendre lui-même. Même si les enjeux sont existentiels, nos dirigeants semblent désormais déterminés à leur donner raison. Si cela était permis, alors ce sera l'épitaphe de l'Europe. Dans des décennies. Les historiens seront surpris qu'un continent si riche et prometteur ait affronté sa plus grande crise avec une hésitation impuissante plutôt qu'avec détermination. Peut-être que ce serait mieux ainsi si nous sommes vraiment aussi faibles. Nous ne méritons pas mieux que de voir notre destin décidé au-dessus de nos têtes, et notre continent découpé par le dirigeant d'une nation. À peine un tiers de notre population et une économie plus petite que celle de l'Italie. Permettez-moi de conclure aujourd'hui par un avertissement à ceux d'entre vous qui pourraient se réjouir d'un tel résultat. Depuis sa création en tant que projet de paix, l'Europe a été moins un géant endormi qu'un Goliath, qui a abandonné ses armes, troqué sa cotte de maille pour des vêtements tie-dye et s'est passionné pour le jardinage, la sieste et vanté son système de santé gratuit. Malgré sa taille, son éducation et sa puissance économique, l'Europe a été étonnamment réticente à imposer sa force, surtout depuis la fin de la guerre froide. Mais cela ne veut pas dire que ce sera toujours ainsi. N'oubliez pas que c'est le continent qui a pratiquement conquis le monde entier, une terre tellement accro à la guerre qu'elle a déclenché les 2 plus grands conflits que le monde ait jamais connus. Si l'on prend du recul sur l'histoire, la paix de l'Europe au cours des 8 dernières décennies apparaît moins comme l'état naturel des choses que comme un étrange intermède, aussi bizarre et déplacé que la 4e saison de Community. Et cela signifie qu'il est loin d'être inconcevable que les choses puissent basculer dans l'autre sens. La vision du monde de Poutine est entièrement basée sur l'idée que les plus forts prennent ce qu'ils veulent et que les faibles subissent ce qu'ils doivent. Heureusement, il a été aidé par une Europe qui semble se complaire dans sa faiblesse. Fermant les yeux sur son annexion de la Crimée ou son invasion du Donbass en 2014. Mais le danger de promouvoir ce point de vue sur la scène mondiale, c'est que vos ennemis pourraient en finir par adopter votre façon de penser. Et si cela arrive, si l'Europe se réveille soudainement de sa torpeur et réalise que la puissance dure est en fait ce qui compte vraiment, eh bien l'autocrate russe pourrait soudain réaliser qu'il n'est plus l'homme le plus puissant de la région, que l'ours russe ressemble désormais à peine à un koala miteux à côté du super prédateur qui se réveille à l'ouest. Pour être clair, nous ne prônons pas une Europe militaire agressive ou expansionniste. Certaines parties de notre continent ont déjà essayé cela plusieurs fois par le passé et oui, ça ne s'est pas très bien terminé. Ce que nous disons, cependant, c'est que tout le monde ici joue à un jeu extrêmement dangereux. Un jeu dans lequel les dirigeants européens semblent croire que se recroqueviller et tergiverser n'entraînera pas une confrontation militaire totale avec la Russie. Et un jeu dans lequel les ennemis de l'Europe semblent supposer qu'un continent désespéré et acculé ne retrouvera pas soudainement ses griffes. En ce moment, l'ordre mondial est en pleine mutation, et d'innombrables nations en profitent pour tenter leur chance et voir jusqu'où elles peuvent aller sans être inquiétées. Le problème, c'est qu'aucun de nous ne peut prédire l'avenir. Et ce qui se passera lorsqu'un continent autrefois militariste sera poussé à réaliser que son projet de paix est enfin terminé pourrait être une catastrophe, aussi bien pour l'Europe que pour la Russie. Merci de regarder.